quelques infos à vous donner à la fin, dans la situation compliquée qu'on est en train de vivre dans le cadre du vide communautaire. Bon, en attendant, donc j'ouvre la séance, puisque le quorum est atteint. Je rappelle qu'il est actuellement le quorum de 7, que nous sommes 8, donc il n'y a pas de problème. Nous avons 3 excusés, c'est ça? Nous avons donc Sophie Gaudissa, qui a donné pouvoir ce soir à Evelyne Végé. Bravo. Il est là. Non, mais tu n'en as pas besoin, justement. On le garde. Pouvoir de M. Moutawadia, qui a donné pouvoir à M. Patrice Main. Et pouvoir de M. Bans, qui a donné pouvoir à M. Marion Joël. Et voilà. Pour ce soir. J'ai eu Maxime a complètement oublié de déposer son pouvoir, il travaillait ce soir. Quant à Eric, je n'ai pas eu de nouvelles ces temps-ci, j'irai le voir ce week-end, je ne sais pas, d'habitude il m'appelle, là il ne m'a pas rappelé, j'espère qu'il n'a pas eu un problème. Voilà, donc nous avons le quorum, je rappelle, donc on va vous donner les émargements, ça tourne, très bien. On va désigner un... Alors, mince, j'aurais dû d'abord désigner un secrétaire de séance avant de lui donner les pouvoirs. On me le met à l'ordre, ça. Hein. Donc, le dernier secrétaire de séance, c'était... C'était toi, Thierry? Donc, après toi, c'est qui? Jennifer nous le rappelle. Donc, c'est Arnaud Laurent. Bravo, Arnaud. Y a-t-il des avis contraires, d'autres qui se présentent? Non. Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Le premier point de l'ordre du jour, qui n'en est pas un, c'est la compte rendu. Le compte rendu, nous avons donc, vous l'avez tous eu dans les mains, on en a discuté lors de la préparation mardi. Il n'y avait pas de point particulier concernant cet ordre du jour. Y a-t-il des avis, des correctifs que vous auriez entre-temps vus à nouveau? S'il n'y en a pas, je vous propose de l'adopter ce soir. Y a-t-il des avis défavorables? Non, abstention, donc il est adopté à l'unanimité, merci. Là, ça c'est moi. J'ai pouvoir. Sur qui j'ai pouvoir. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir qui n'a pas signé, vous vérifiez qui c'est. Voilà. Le premier point de l'ordre du jour concernait les délégations à porter par le Conseil au maire. Il s'agit de quelques toilettages en lien avec déjà la loi, les évolutions, et puis quelques montants qui ont été réappréciés dans le cadre des nécessités par rapport au fonctionnement et aux possibilités de fonctionner d'une manière plus rapide et certainement plus efficace. Patrice, veux-tu aborder ce point? Je sortirai au moment du vote, je ne suis pas obligé, mais je préfère. On sait jamais. D'accord, bon, c'est juste un débat justement. C'est juste des... Donc, dans la première lecture, sur le premier point, donc on fait référence à la délibération du 2014 en date de mars numéro 5, qui a été modifiée dans son article L 2122-22. Il convient donc de revoir la délibération subventionnée. Donc, je ne vous refais pas la lecture intégrale du texte, je vous refais la lecture des points qui ont été modifiés. Hein? On est d'accord? Donc, dans le point 2, de fixer dans la limite de 500 €
les tarifs des droits de voirie. C'est donc là, dans la limite de 500 € qui a été rajoutée. Sur l'article 3, de procéder dans les limites fixées au budget voté chaque année à la réalisation des emplois destinés au financement des investissements prévus par le budget. Dans les limites fixées au budget voté chaque année a été ajouté. L'article 10, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers avec un montant jusqu'à 4 600 €. Le point 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans la limite de 500 000 €. C'est ce qui a été ajouté. Article 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite d'un montant maximal de 7 500 €. L'article 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 50 000 €. Le terme 50 000 € qui a été rajouté. L'article 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans la limite de 50 000 € le droit de préemption défini par l'article 214-1 du même Code. Donc dans la limite de 50 000 €. À cela, il a rajouté un article supplémentaire, l'article 26. De demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans la limite de 200 000 €, l'attribution de subventions. Voilà sur lequel j'étais tenu de vous faire plus ou moins le rapport. Donc, je vous invite, si vous voulez sortir, bien sûr, je dis bien sortir. Donc, je vous invite à vous prononcer, savoir si effectivement il y a des oppositions. Est-ce qu'il y a un vote contre? Abstention? Vote pour? Ok. Merci. Vous pouvez rentrer, monsieur le maire. Question numéro 2. Là encore, je sortirai au moment du vote. Il s'agit donc de prendre en compte le montant de la revalorisation du montant d'indemnité de fonction attribué au maire. Ça te donne la parole, Patrice. Bon. Revalorisation du montant d'indemnité de fonction attribué au maire. Vu les articles L 2123-20, L 2123-20-1, L 2123-23 et L 2123-24 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération prise par le Conseil municipal en date du 16 avril 2014, fixant les indemnités du maire et des élus, vu la délibération 2015 mars numéro 4 du 13 mars 2015 relative à la nouvelle répartition des indemnités aux maires et aux élus suite à la démission de Madame Sylvie Adam, vu la démission de M. Aresti Aïtamer en date du 1er novembre 2015, considérant par conséquent que M. le maire souhaite revoir la hausse sur l'indemnité de fonction afin que celle-ci soit plus en adéquation avec le temps passé et les nombreux déplacements effectués pour assister aux réunions. Considérant que le nombre maximum d'adjoints au maire dans une commune située entre 500 et 1499 habitants est de 4, considérant que l'enveloppe globale est de 64% de l'indice brut 2015 pour les communes ayant une population totale située entre 500 et 999 habitants, considérant, non, 999, excusez-moi, j'ai dit 599. Ah, considérant que le maire et les adjoints n'ont pas souhaité percevoir leurs indemnités au taux maximum afin de pouvoir verser une indemnité aux conseillers délégués. Sur proposition du maire, après avoir délibéré le conseil municipal,
revalorise les indemnités du fonctionnaire pour la durée du mandat, dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue par le Code général des collectivités territoriales, au taux suivant maximum. Pour le maire, 16,60% de l'indice brut 2015, soit 631,10 € brut, maximum 31%, soit 1178,46 brut, à la place de 13,45 € perçus précédemment, soit 1511,16 brut actuel. Tu peux relire ça, 511, parce que là on n'y comprend plus. Là. Pourquoi? Je pense que tu t'es un peu planté dans la... Ah non, je vois la lecture. Redis-le, pour que ce soit clair. Il est proposé une augmentation pour le maire de 13,45%. L'augmentation, c'est 60. Alors, il faut que je refasse à l'envers. Non, que- c'est bon. Ah non, c'est bon, mais Bon. je donne le montant. D'accord. Donc, le montant perçu aujourd'hui sera de 631,10 € brut, qui était aujourd'hui sur la base de 13,45 €, qui était de 511,16 €. Ah, Oui, je n'ai pas dit une chose. oui, oui, en brut. Oui. Ah, rappelle que les indemnités de fonction pour la durée du mandat ont été fixées au taux suivant maximum, dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue par le Code général des collectivités territoriales. À savoir, 4 adjoints au maire, 7,11% de l'indice brut, maximum 8,25%, soit 270,54 € brut par adjoint. 7 conseillers municipaux, 3,16% de l'indice brut 2015, soit 119,94 € brut par conseiller délégué. Stipule que le montant des indemnités de fonction subira au cours du mandat les mêmes évolutions que les traitements de la fonction publique territoriale, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif chaque année, précise que ces indemnités seront payées mensuellement et charge le maire de l'exécution de la présente délibération. Voilà, si monsieur le maire vous invite à sortir. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, c'est bon. Ouais. Monsieur le maire? Question numéro 3. Point numéro 3. Donc il s'agit là maintenant des frais de mission et de déplacement des élus locaux. On a souhaité repréciser l'organisation et la méthode d'utilisation conformément évidemment aux textes qui sont prévus à cet effet. Donc je rappelle que dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, les membres du Conseil peuvent bénéficier du remboursement de frais de transport et de séjour. Ils ont engagé pour se rendre à des réunions dans des instances ou des organismes où ils représentent leur commune et ses qualités. Lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci, c'est-à-dire en dehors de Conflans, bien évidemment, ou lors de l'exercice d'un mandat spécial en application de l'article L. 2123-18 sur présentation d'un état des frais engagés. Le remboursement mandat spécial est établi pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d'un déplacement ou d'une mission. L'intéressé doit agir au titre d'un mandat spécial qui lui est confié. C'est une mission accomplie en matière municipale, par exemple dans l'intérêt de la commune, pour un conseiller municipal, avec l'autorisation de celui-ci. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une opération déterminée, de façon précise, quant à son objet, organisation par exemple d'une manifestation, exposition, lancement d'une opération nouvelle, et limitée dans sa durée. Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. Un élu ne peut ainsi prétendre au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la préfecture ou à la sous-préfecture, par exemple, dans le cas d'un mandat spécial. Une fois ces conditions réunies, les intéressés ont un véritable droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de leur mission, frais de séjour, frais de transport et frais, je le rappelle, pour ceux qui ont des enfants notamment, d'aide à la personne. Les frais de séjour, hébergement et restauration
sont remboursés forfaitairement en vertu de l'article R 2123-22-1 du Code général des collectivités territoriales. Le remboursement forfaitaire s'effectue dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État selon les modalités du décret du 2006-781 du 3 juillet 2006, article 3. Le montant de l'indemnité journalière, 75,25 €, comprend l'indemnité de nuitée, 60 € quand il s'agit d'un déplacement un peu plus loin, ainsi que l'indemnité de repas de 15,25 € en application d'un arrêté du 3 juillet 2006. C'est le cas, par exemple, Patrice, comme nous sommes allés au congrès annuel des communes concernées par un PPRT. Les dépenses de transport sont remboursées sur présentation d'un état de frais auquel l'élu joint les factures qu'il a acquittées et précise notamment son identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ et de retour. Par ailleurs, dans la mesure où il entraîne une dépense, le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du Conseil. Cette délibération pouvant être postérieure à l'exécution de la mission en cas d'urgence. Alors, autrement en est des remboursements des frais de déplacement des membres du conseil municipal. J'insiste sur ce que je vais dire. Les membres du conseil peuvent bénéficier de remboursements de frais de transport et de séjour qu'ils ont bien sûr engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune, bien sûr hors du territoire de la commune. La prise en charge de ces frais est assurée dans les mêmes conditions que ceux qu'on vient de voir précédemment. Les élus en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions ayant bien sûr lieu sur et hors du territoire de la commune. Le décret d'application 2005-235 du 14 mai 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus précise que la prise en charge de ces frais spécifiques s'effectue sur présentation d'un état des frais et dans la limite par mois du montant de la fraction représentative des frais d'emploi, définie à l'article 204.0 bis du Code général des impôts. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission et des frais de transport et de séjour. Le maire propose donc à l'Assemblée délibérante, ce soir, de permettre le remboursement aux élus des frais de transport et de séjour liés à l'exercice de leurs fonctions. Vu les articles 2123-18 et 2123-18-1 du Code général des collectivités locales, territoriales, sur proposition donc du maire, le Conseil, après en avoir délibéré, décide de permettre le remboursement aux élus des frais de transport, des frais de déplacement, repas et nuitées, liés à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre d'un mandat spécial ou dans le cadre de leur fonction d'élu. Charge au maire d'exécuter la présente délibération. Y a-t-il des avis contraires à cette délibération ou des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Ah oui, vous avez un dossier qui vous a été remis. Vous l'avez tous? D'accord. Vous pourrez en prendre connaissance un peu plus profondément. C'est les exemplaires à remplir. Quand vous remettez, quand c'est l'occasion, de remettre vos frais opérés avec les factures, évidemment, qui doivent être liées à ces demandes de remboursement. Ces exemplaires nous sont destinés au mandat d'élu ou est-ce qu'ils sont aussi pour les agents? C'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Où est-ce qu'on leur transmet ces exemplaires ou qu'ils De quoi? pour qu'ils puissent les remplir? Ils ont reçu aussi des exemplaires. Mais c'est pas nous. Ça, c'est pour vous, ça. Personnel, ça, Voilà. c'est vraiment pour vous. D'accord. C'est pour que vous ayez bien les mêmes documents qui sont remis au personnel quand ils sont amenés, pour des raisons diverses professionnelles, à devoir remplir un dossier de frais de transport. D'accord? Ensuite, point numéro 4, il s'agit des dépenses à imputer au compte 6232, fêtes et cérémonies. Donc, il est exposé qu'il
il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232, fêtes et cérémonies, conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. Sur proposition du maire et du conseil après la délibération, et vu l'article D 1617-19 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 fêtes et cérémonies. D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies telles que diverses prestations servies lors des cérémonies officielles et inaugurations, les vœux de nouvelle année, traiteurs, boissons, etc. Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l'occasion de divers événements, et notamment lors des naissances, mariages, décès et départ à la retraite. On aurait pu rajouter d'ailleurs, avec mariage, on offre aussi pour les parrainages, un certain nombre de choses. Il faut le mettre. Parrainage. Mutation, récompenses sportives, culturelles ou lors des réceptions officielles. Le règlement des factures de société, troupes de spectacle et autres frais liés à leurs prestations. Les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles. Les frais d'annonce, de publicité liés aux manifestations, communication liée aux fêtes et aux cérémonies, bons d'achat, remis pour les concours, maisons fleuries, illumination de Noël, etc. D'affecter ainsi toutes les dépenses détaillées ci-dessus, compte 6232, fêtes et cérémonies, dans la limite des crédits, bien sûr, toujours inscrits au budget de chaque année. Donc il est présenté cette délibération à votre avis. Il s'agit de toiletter un peu les choses, qu'on soit bien clair. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 5. Il s'agit là de la délibération 2015 de juin numéro 12 fixant les tarifs relatifs à la participation aux activités sportives et culturelles hors commune. Vous savez que chaque année, on est amené à repréciser les éléments pour permettre aux citoyens de la commune de pouvoir bénéficier des avantages que nous offrons. Il s'agit là de repréciser de façon correcte, de manière à ce qu'il n'y ait plus de tentative, de tentation d'y revenir trop souvent, qu'on soit clair. Et pour une bonne gestion ici, on a besoin de retoiletter un peu ce texte. Donc je vais vous le relire. On ne change rien fondamentalement, on le précise d'une bonne manière. Voilà. Donc, vu le Code des collectivités, vu la délibération 7-2014 du Conseil municipal du 13 janvier 2014 relative au contrat de délégation de services publics, tarification du complexe sportif de plein oxygène au 1er janvier 2014, pour l'instant, nous ne changeons rien au niveau communautaire, qu'on soit clair. Nous sommes toujours dans un vide artistique. Non, pour l'instant, en toilette. Vu la délibération 2015 de juin numéro 12, prise par le Conseil municipal lors de sa séance du 19 juin 2015, portant sur le tarif relatif à la participation aux activités sportives et culturelles hors commune, considérant que la délibération 2015, juin numéro 12, prise par le Conseil municipal, n'est pas suffisamment explicite sur certains points et qu'il est donc nécessaire de reprendre une nouvelle délibération, considérant que chaque année, la commune de Compan propose à ses habitants de prendre en charge une partie des coûts des activités sportives et culturelles existantes dans d'autres communes, considérant que l'intégration de la commune de Compan, alors c'est dans la communauté, alors c'est là il aurait fallu toiletter. Il ne s'agit plus d'intégrer, puisqu'on nous intègre. D'accord. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on peut le retirer, cet alinéa, il ne sert à rien. Donc on peut retirer cet alinéa. Considérant que seules les activités sportives et culturelles qui ne sont pas exercées par les associations companaises seront prises en charge par la commune, mais uniquement sur le territoire
des 37 communes de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France, ou sur le territoire, c'est ce qu'on met, mais je ne sais pas s'il faut le maintenir. Comment? Moi, je mettrais. Oui, mais si on le met... Si la commune est amenée à en faire partie, c'est marqué. Ah oui, donc on peut le laisser sur le territoire des 37 communes de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France, ou sur le territoire de la communauté d'agglomération Oisy-Fort-de-France, si la commune est amenée à en faire partie, considérant que la médiathèque Georges Brassens de Mitry-Mory offre un tarif de 1 € par an pour les habitants de Compan, considérant qu'il est nécessaire d'apporter une attention particulière pour toute personne pratiquant un sport de haut niveau en qualité de non-professionnel pour une prise en charge des frais de déplacement et de séjour, considérant la pratique du sport équestre par certains companais, et après en avoir délibéré, approuve la prise en charge des activités culturelles et sportives exercées par les companais, je ne sais pas si on l'approuve, en dehors de la commune et sur le territoire de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération dont la commune pourrait être amenée à dépendre, soit les activités sportives et culturelles qui ne sont pas exercées par les associations companaises seront prises en charge par la commune à hauteur de 50% de la cotisation annuelle versée dans la limite de 140 € par an. Ce remboursement ne concerne que les abonnements pris pour des activités organisées soit par des associations, soit par des collectivités territoriales, piscines, salles de sport, sur le territoire, alors toujours de l'actuelle communauté ou de la prochaine. Voilà. La pratique du sport équestre sera soutenue à hauteur de 140 € par an et par participant, quel que soit le club hippique. Le sport de haut niveau pratiqué en qualité de non-professionnel sera pris en charge à hauteur de 60% à raison d'une fois par an et n'excédant pas 1 500 € par participant, ce montant comprenant les frais de déplacement et de séjour. Donc je vous propose d'approuver les listes suivantes des justificatifs à présenter pour les activités sportives et culturelles ainsi que le sport équestre, justificatif de la cotisation annuelle versée, à l'entête de l'association ou de la collectivité, maire, communauté, faisant apparaître le nom et le prénom de l'adhérent, l'activité exercée, alors, non, mais pas football, tu viens football, Je mets quoi? bah, tu mets piscine, etc., mais tu mets pas football, T'en veux pas. hein, ou viens foot, RIB ou RIP, justificatif de domicile au nom de la personne, copie de la carte nationale d'identité. Le sport de haut niveau, les pièces ci-dessus, et facture des frais de séjour, ticket d'autoroute, billet de train, billet d'avion, ticket d'essence, tout justificatif permettant le remboursement de frais de déplacement. Copie de la convocation à la compétition concernée. On peut ajouter facture acquittée. Oui, bien sûr. Facture acquittée des frais de séjour. On peut être amené à autoriser une subvention sur demande de la personne. Mais là, c'est une autre délibération. Hein, ce qui permettra de faire, si 1500 ça peut être beaucoup pour des personnes, il peut y avoir, faire l'objet d'une demande de subvention exceptionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Qui viendra bien sûr en déduction de ces frais de remboursement. Est-ce que, juste par curiosité, est-ce que l'on sait sur la commune les personnes, le nombre de personnes susceptibles de répondre à ces critères-là qui pourraient être intéressées? Est-ce qu'on en a connaissance ou pas? On connaît ceux qui l'ont demandé. trois. Mais après, c'est compliqué. Oh, il y a eu 2-3 personnes qui ont fait des demandes de ce type, à chaque fois pour des compétitions internationales. On a eu P6, on a eu Gaboudon. On a eu trois. P6, On a eu Nicolas. Nicolas l'a fait aussi. Et puis la dernière. Il y en a un autre, mais je ne sais plus qui. Quelqu'un Mais c'est je vraiment crois qu'il y en a des trois. C'était pas le petit Denis. Si, il me semble qu'il y a aussi Denis, l'enfant. Le championnat de France de judo. Ah, peut-être. Il me semble, oui, tu as raison. D'accord.
Voilà, bon, enfin c'est à la marge. Mais dans ces cas-là, on aide pour permettre à un jeune companais de pouvoir concourir à un niveau supérieur avec des frais qui sont engagés, qui sont des poids lourds pour les familles. On sait qu'il y a des familles en difficulté financière dans Compan. Voilà, et donc si on peut avoir des jeunes qui peuvent représenter quelque part la commune dans des compétitions d'importance, c'est bien pour le village. Voilà. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Le point numéro 6 concerne une admission en non-valeur à la demande de la trésorerie générale. Il s'agit d'une personne en situation financière très très compliquée. C'est pour ça que la trésorerie nous a demandé de présenter une demande d'admission en non-valeur suite à des jugements du 31 mai 2013 prononçant une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'un montant total de 1 089,48 € concernant les recettes exécutoires émises, c'est des loyers divers, 1 089,48 €. Donc, je vous fais remarquer que la commission de surendettement des particuliers de Marne-la-Vallée a fait apparaître que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, capacité de remboursement de moins 29,48 € et qu'il n'avait aucun patrimoine. La commission a donc recommandé au juge de l'exécution un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article L332.5 du Code de la consommation. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le courrier en date du 10 décembre 2015 de Monsieur le Trésorier de Claye, c'est pas bien non plus, c'est bien. Demandant d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables, le Conseil est donc amené à en délibérer. Et donc je vous demande de m'autoriser par l'admission d'autoriser par l'admission en non-valeur de la somme de 1 089,48 €. Et bien évidemment, la somme sera alors mandatée au compte 6 542, créance éteinte de par la loi ou un jugement, puisque la loi, évidemment, le prévoit. Je rappelle en même temps, pour la petite histoire, que deux raisons aussi supplémentaires, à mon avis, doivent nous amener à autoriser de voter cette délibération. La première, c'est que vous savez tous que nous sommes en montée en charge au niveau des aides, au niveau du CAS de la commune de Compan, sachant que la situation financière des familles de Compan se dégrade de façon très forte et que nous avons de plus en plus de demandes d'aide, évidemment, et que bien souvent, ces gens en difficulté se tournent inévitablement vers le CCS qui doit, à un moment donné, prendre acte d'un certain nombre de situations et abonde de manière financière pour aider certaines familles. Voilà, on ne peut très bien ne pas le faire, mais demain on aura une demande qui nous demandera par un autre biais de renflouer de toute façon cette situation financière. La deuxième des choses, je rappelle en même temps que nous devons présenter un budget sincère, c'est logique, chaque année, et que chaque fois, il est attiré l'attention des collectivités territoriales, pas simplement de la commune de Compan, qui d'ailleurs n'a pas énormément de créances de ce type, heureusement, mais il est attiré par la trésorerie générale, l'attention, que toute créance irrécouvrable conduit à présenter des budgets qui ne sont pas sincères, puisque la partie recette attendue ne rentrera jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous rappelle qu'on présente toujours, contrairement à l'État, un budget en équilibre. Donc voilà les raisons qui peuvent que nous conduire, à mon avis, à voter cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 7, instituant un abattement spécial à la base, taxe d'habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides. C'est une nouvelle proposition que je vous propose de prendre en matière sociale. Il me semble qu'il est important de prendre quelques initiatives et notamment de proposer un abattement spécial pour les personnes en handicap sur la commune de Compan
dans le cadre de leur base d'imposition. Donc je vous rappelle le texte. Les dispositions de l'article 1411 de 3 bis du Code général des impôts permet et autorise le Conseil d'instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes. Être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la Sécurité sociale. Être titulaire de l'association aux adultes, de l'allocation, aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. Quatrièmement, être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles. Enfin, occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 et 4 des articles que je viens de vous citer. S'ils remplissent deux conditions, ils sont donc en capacité de fournir les éléments qui sont demandés. Le redevable de la taxe d'habitation doit par ailleurs adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées aux 5 visés supra. Vu l'article 1411 2 bis, 3 bis, du Code général des impôts, et sur proposition du maire, je vous propose, après en avoir délibéré, de décider d'instituer l'abattement spécial à la base, taxe d'habitation de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides, de charger, évidemment, le maire, c'est-à-dire encore moi, de l'exécution de la présente délibération. Évidemment, ce sujet sera fortement à communiquer. C'est clair ? Y a-t-il des avis contraires ? Question. Des abstentions. Je vous remercie et alors, sinon, je vais repasser au vote. Hein, je vais repasser au vote parce que je souhaiterais ton incapacité qui rentre ou pas là-dedans. Oui. Tu sors. Je ne voudrais pas te retrouver dans les mêmes postures que moi. D'accord ? Sors. Donc je repasse au vote et j'annule le précédent. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité des personnes présentes autour de la table. Voilà, j'ai fait. Ne vous plantez pas, sinon c'est moi qui vous plante. Hein ? Point numéro 8. Il s'agit du point... Ah oui, Jean-Pierre. Il est reparti. Oh, hey. Point numéro 8. Il s'agit du point fixant un tarif pour l'envoi et la réception des télécopies. Il s'agit de rentrer sur notre régie administrative l'envoi et les réceptions des télécopies, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, nous avons des actes qui sont produits qui ont un coût. Et je souhaite que tout soit enregistré d'une manière très précise. D'autant plus qu'il y a des télécopies que je souhaite vraiment que ça soit enregistré. Donc, vu le Code des générales des collectivités, considérant que suite à plusieurs demandes, il est nécessaire d'attribuer un tarif pour l'envoi et la réception de télécopies, après en avoir délibéré, fixé comme suit le tarif qui vous est proposé pour l'envoi et la réception d'un fax, 0,20 la page,
dit que ces sommes seront donc encaissées sur la régie photocopie, et donc on autorise à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des avis contraires? Rassurez-vous, on ne va pas crouler sous ce chapitre. Ce n'est pas pour équilibrer le budget de la commune. Vous avez bien compris. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je peux faire une remarque. Oui, Je ne savais pas comment vous payez pour recevoir. merci. Ah, le papier, non. Eh ben oui, D'accord. c'est pas gratuit. D'accord. Merci pour la précision. Ça ne coule pas sous la barre, mais c'est un coût. Bah oui. Question numéro 9. Demande de subvention au titre des amendes de police. Très important. Donc, il s'agit là de, vu le Code général des collectivités, vu le courrier du Conseil départemental en date du 5 novembre 2015 relatif à la répartition annuelle du produit des amendes de police et des opérations qui y sont éligibles, considérant que la commune peut solliciter une aide auprès du département au titre de la répartition du produit des amendes de police pour les opérations suivantes. Opération numéro 1, aménagement d'un parking public au 39 rue Saint-Lambert dans le cadre de la réalisation d'un projet d'urbanisme. Opération numéro 2, mise en place de 3 ralentisseurs de type Dodane au Moulin d'Ouacre. Considérant le coût prévisionnel de ces opérations, opération numéro 1, 50 000 hors taxe, soit 60 000 TTC. Alors on est à la louche. Question numéro 2, 11 810 € hors taxe, soit 14 172 € TTC. Là, on est moins à la louche. Donc, après en avoir délibéré, décide, si vous en êtes d'accord, de réaliser des travaux d'aménagement d'un parking au 39 rue Saint-Lambert et de mise en place de 3 ralentisseurs de type Dodane au Moulin d'Ouacre. Autorise le maire à solliciter des subventions pour ces 2 opérations, susvisées auprès du conseil départemental de Seine-et-Marne, au titre de la répartition du produit des amendes de police, au taux le plus élevé possible. Autorise évidemment le maire à signer les conventions financières correspondantes à tout document s'y rapportant. Et bien sûr, l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Merci. Nous allons pouvoir faire des demandes de subvention. Adopté à l'unanimité. La question numéro 10 concerne le transfert, la demande de transfert d'une subvention pour la réalisation du futur terrain de football synthétique. Il s'agit là, vous savez que depuis 2 ans, au niveau du budget, nous générons des moyens financiers pour la réalisation de ce terrain synthétique. Il s'agit là d'aller un peu plus loin, puisque depuis septembre, on va dire, après avoir rencontré la collectivité de Juilly, nous avons convenu que Juilly abandonne sa subvention qu'elle avait obtenue du Conseil général pour la réalisation de son terrain synthétique au bénéfice de la commune de Compan qui projetait de réaliser un terrain synthétique. Et dans ce cadre-là, nous avons rencontré les services départementaux du sport qui nous ont demandé de délibérer sur ces questions afin de pouvoir repréciser en conseil des sports départemental le transfert de cette subvention. Bien évidemment, ça ne retire en rien le fait que nous préparons un dossier de demande de subvention auprès de la Fédération française de football dans le cadre des fonds qui vont être tirés de la Coupe d'Europe des Nations, puisque chaque fois qu'il y a des Coupes d'Europe, Coupe du Monde, etc., il y a des fonds spéciaux qui sont dégagés en direction des clubs qui organisent des investissements d'importance, enfin des clubs, des collectivités qui investissent, et notamment dans leur domaine sportif
et notamment des terrains synthétiques, puisque tout le monde pousse à ça aujourd'hui, pour des économies d'eau, pour des économies d'entretien, etc., etc., etc. Donc là, en l'occurrence, il s'agit pour nous de pouvoir obtenir ce transfert de subvention. Et d'autre part, on aura par la suite certainement une convention à engager avec la ville de Juilly pour un partage de charges dans le cadre de la réalisation qu'ils vont devoir malgré tout mener sur le terrain en herbe, de façon à ce que pour l'ensemble de notre club, les éléments d'accueil des compétitions et des entraînements puissent se faire malgré tout dans de bonnes conditions, puisqu'aujourd'hui il n'y a que 3 installations sportives d'accueil et qu'il en faut 4, Juilly n'ayant pas les moyens de pouvoir réaliser seul les travaux nécessaires. Donc, je vous propose en l'occurrence immédiatement, en fonction du Code général des collectivités, de la fusion qui a eu lieu, vous le savez, entre le club de football de Gouély, où on retrouve 5 communes dedans, de la communauté, et Compan, le club de football de Compan. Vu le courrier de la commune de Juilly en date du 29 octobre 2015, relatif à la possibilité de transfert de la subvention accordée par le conseil départemental de Seine-et-Marne à la commune de Juilly pour la réalisation d'un terrain de football synthétique au profit de la commune de Compan, la commune de Juilly, s'étant rendu compte qu'elle ne pouvait pas réaliser financièrement cet équipement, a proposé de faire transférer sa subvention à la commune de Compan, car Compan souhaitait réaliser un tel équipement. Un accord serait alors passé entre les deux communes pour l'utilisation du terrain synthétique. Considérant que la commune est intéressée à bénéficier de ce transfert de subventions pour la réalisation de ce terrain synthétique, et après en avoir délibéré, le maire sollicite auprès du conseil départemental une demande de transfert de la subvention accordée à la commune de Juilly pour la réalisation de ce terrain de football synthétique, qui bien évidemment n'aura pas lieu cette année, pour que ce soit clair. Mais il faut le projeter dès maintenant. Enfin, on l'a déjà projeté depuis 2 ans, mais il faut dégager les demandes de subvention puisqu'elles se font avant. Autorise le maire ou son représentant à signer la convention résultant tout document s'y rapportant. Charge le maire de l'exécution de cette délibération. Oui. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Alors, Maxime m'a dit surtout, appuie bien cette délibération parce que vraiment c'est un besoin pour le stade de Compan qui commence à souffrir. Solutionner effectivement les problèmes cumulés depuis Alors, quelques par années. contre, on conservera, en tout cas mon intention c'est de conserver malgré tout l'arrosage automatique. Parce que de temps en temps, il faut arroser les synthétiques et on peut conserver l'arrosage automatique. C'est investissement qui a été porté, il faut le conserver. Mais on y reviendra. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Non, il n'est pas. Question numéro 11. Puis de toute façon, il n'est pas. Objet numéro 11. Il s'agit là de la demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la mise en place d'un système de vidéoprotection. Vous savez que notre dossier technique est prêt. La commission préfectorale a donné un accord, qui est valable 5 ans, je crois. Si maintenant il s'agit vraiment d'accélérer, et donc je vous propose de demander la subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la mise en place de notre système de protection vidéo dans la ville. Je rappelle qu'il s'agit d'installer 15 caméras dans la ville et de lier nos caméras vidéo des bâtiments publics dans l'ensemble du système. Voilà. De manière à pouvoir, au moins, même si on sait que la vidéo n'élimine pas tout, pour être clair, ça serait trop simple, pour le moins, elle est un moyen de pression important et elle donne en même temps des moyens pour pouvoir retrouver dans bien des cas les auteurs d'un certain nombre, je dirais, de vandalisme ou tout simplement de vol. Voilà. Donc,
il s'agit là... je rappelle que dans le cadre de la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance et suite à l'augmentation des dégradations sur le domaine public, la commune a décidé d'installer un système de vidéoprotection sur 13 sites identifiés. Alors je dis 15, c'est 13. Pardon. Rond-point de Mitry, rue de Mitry, rond-point de la D9, rue de l'Église, rue de Thieu, rue Saint-Lambert, aire de stationnement, rue des Cerisiers, parvis de l'école, Centre Saint-Lambert, rue André Delage, rue de la Fontaine, rue de la Brevoire, parking rue des Ferrières. Après étude, le montant des travaux d'installation du système vidéoprotection s'élèverait environ à 230 000 €, avec une maîtrise d'œuvre d'environ 15 000 €. L'article 5 de la loi du 5 mars précité a créé le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, destiné à favoriser le développement des politiques locales de prévention et de la délinquance. Au titre de ce FIPD, la commune peut prétendre à un financement jusqu'à 80% pour la mise en place de son système de vidéoprotection. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser le maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du FIPD auprès des services de l'État. Vu le Code des collectivités, vu l'arrêté préfectoral 2015 des SCS VP 345, portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Pompan, après en avoir délibéré, le conseil municipal, si vous en êtes d'accord, autorise le maire à déposer cette demande de subvention au taux le plus élevé possible, bien évidemment, pour la mise en place de ce système de vidéoprotection. Autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à ce dossier et charge le maire de l'exécution de la présente délibération. Nous avons rencontré le préfet de Seine-et-Marne, le sous-préfet de Seine-et-Marne la semaine dernière, sur ce sujet et quelques autres sujets qui étaient très intéressants. Et évidemment, sur ce dossier, il nous a demandé de faire très vite à déposer ce dossier puisqu'il l'attendait. Voilà. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 12, il s'agit là du recrutement dans le cadre de remplacement, accroissement temporaire d'activité évidemment, ou accroissement saisonnier d'activité. Alors, il s'agit là de prendre une délibération qui va nous régler bien des problèmes, pourrait nous mettre, aurait pu nous conduire en difficulté, et notamment dans le remplacement des personnels quand on a des situations qu'on n'a pas pu anticiper. Je parle de maladie, je parle de différents sujets. Donc là, on va prendre cette délibération qui nous permet de gagner du temps et de pouvoir répondre beaucoup plus vite à nos services publics. Voilà. Donc, vu la loi 83 634 du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l'article 3.1 accroissement temporaire d'activité, ou l'article 3.2 accroissement saisonnier d'activité, ou l'article 3.1 remplacement. Considérant la nécessité de pouvoir recruter facilement pour des besoins urgents ou saisonniers, ou pour faire face au remplacement d'un agent momentanément indisponible, le Conseil, après en avoir décidé, délibère cas des agents pour un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité, d'autoriser monsieur le maire pour la durée de son mandat à recruter des agents contractuels pour des accroissements de ce type dans les conditions fixées par l'article 3.1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. D'autoriser le maire à constater les besoins concernés ainsi que la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées de leur profil, en sachant que la rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence.
pour les remplaçants, d'autoriser, monsieur le maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents contractuels dans les conditions fixées à l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984, précité, pour remplacer temporairement un fonctionnaire en agent contractuel indisponible. D'autoriser, monsieur le maire, à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctionnaires concernés, leur expérience et leur profil, en sachant que la rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence. Monsieur le maire autorisez donc, monsieur le maire, à prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget et bien sûr de m'autoriser à l'exécution de cette présente délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. C'est adopté l'unanimité. Question là de porter autorisation de mise en place d'un régime de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ordinaire pour les agents contractuels de droit privé employés par la commune, selon les modalités applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale. Et je pense là notamment aux emplois d'avenir, qu'on soit clair, qui sont rémunérés sur une base du SMIC et qui aujourd'hui, en cas de maladie, perdent 3 jours, comme les agents de droit privé. Alors que les fonctionnaires de notre collectivité perdent 1 jour, et encore ne perdent même plus rien aujourd'hui, puisque la loi qui avait pondu 1 jour de retenue a été annulée. Donc il s'agit de prendre en compte cette situation qui est quand même, je dirais, un peu dégueulasse par rapport aux fonctionnaires, hein, et donc de corriger en tout cas pour notre collectivité cette situation. Donc je rappelle qu'en cas de maladie attestée par un certificat médical, je ne vais pas tout vous lire, hein, l'agent contractuel a des droits à des congés maladie, ceci étant accordé selon les modalités prévues par les textes. Pour obtenir un congé de maladie ou son renouvellement, l'agent doit adresser dans les 2 jours suivants la date d'interruption de travail les volets 1 et 2 de son arrêt de travail à la CEPAM et le volet 3 à son administration. J'indique que pour les agents de droit privé, les droits ouverts en cas de maladie ordinaire sont moins favorables que ceux ouverts pour les agents contractuels de droit public et qu'il serait donc nécessaire d'adopter, pour les arrêts de travail ouverts au titre de la maladie ordinaire, un régime de maintien de salaire calqué sur au moins celui des agents contractuels de droit public. Pour mémoire, les agents de droit privé ont une carence de 3 jours, alors qu'il n'y en a pas pour les agents de droit public. Lors de chaque arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, le délai d'indemnisation ne commence à courir qu'au-delà de 7 jours d'absence. L'indemnité journalière est égale à 50% du salaire journalier de base, alors qu'il y a maintien de salaire à taux plein, selon les conditions ci-dessous pour les agents de droit public. En cas de maladie non professionnelle, l'agent bénéficie sur une période de 12 mois consécutifs ou 300 jours en cas de service continu, le compte de congé maladie rémunéré pendant une durée qui varie selon l'ancienneté. La période de 12 mois à 300 jours est mobile et s'apprécie à la date, de date en date, hein, de la date à la date, au bout d'1 an. Tous les jours calendaires sont pris en compte. Alors, la durée de rémunération à plan ou demi-traitement selon l'ancienneté, après 4 mois de service, ils ont une durée de maintien de plein traitement, de demi-traitement, de 30 jours à plein traitement et 30 jours à demi-traitement. Après 2 ans de service, 60 jours à plein traitement et 60 jours à demi-traitement. Après 3 ans de service, 90 jours à plein traitement et 90 jours à demi-traitement. Vu le code des collectivités, vu le code du travail, son article 2D 1126.3, celui de la sécurité sociale, vu le décret 88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment son article 7, considérant que pour des raisons d'équité, il est nécessaire d'instaurer un système de maintien de salaire pour les agents contractuels de droit privé placés en arrêt de travail pour maladie ordinaire, calqué sur celui des agents non titulaires de droit public, le Conseil, après en avoir délibéré, si vous êtes d'accord, autorise les agents contractuels de droit privé placés en arrêt de travail pour maladie ordinaire à bénéficier du maintien de leur rémunération selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessus relatif au régime applicable aux agents non titulaires de droit public. D'autoriser la mise en place d'un jour de carence, au lieu de 3, au début de chaque arrêt de travail,
à la place de 3 pour les agents contractuels de droit privé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le délai de carence ne s'appliquera que pas lorsque la reprise d'activité entre 2 prescriptions d'arrêt de travail ne dépasse pas 48 heures, à condition que le deuxième arrêt soit prescrit dans le cadre d'une prolongation. Informe que la mairie de Compan demandera à percevoir directement la subrogation des indemnités journalières à la caisse d'assurance maladie. Décide qu'à l'issue d'un congé de maladie rémunéré par l'administration, l'agent, apte à reprendre ses fonctions, est réaffecté sur son emploi intérieur, à défaut, sur un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, et que s'il est tempérairement inapte, il sera placé en congé de maladie selon les modalités prévues par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale. Donc, il est décidé que la présente délibération, à partir de sa date d'exécution, s'appliquera pour tous les nouveaux arrêts. À charge, par le maire et la commune, d'exécuter cette présente délibération. Êtes-vous d'accord pour cette justice rendue? Une précision. On dit tout à l'heure que pour les contractuels de droit public, il n'y a plus de jour de carence. Si. Non, il n'y en a plus pour les fonctionnaires de droit public. Les fonctionnaires. Fonctionnaires. Voilà. Les non-titulaires de droit public, il n'y en a plus. On prend bien la décision de réduire de 3 à 1 jour Comme les... le jour de carence pour le droit privé. Oui. Oui, mais comme les... Pour se rapprocher. Oui, de revenir à un jour, Ouais. de manière quand même à peser un peu, voilà, tout en sachant qu'il n'y a pas d'excès, hein, que ce soit clair. Et c'est pour ça que je trouvais quand même injuste qu'il y ait 3 jours de retenue. Ils ont quand même des salaires qui sont très bas, t'es malade, t'en prends 3. Oui, puis on compte sur eux aussi. Et on compte sur eux. Ouais. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci pour eux. Question numéro 14. Il s'agit du renouvellement d'adhésion pour 2016 au service de centre de gestion pour la prévention des risques professionnels et pour l'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je pense que je ne vais pas vous le dire, il s'agit de la reprise annuelle concernant notre convention avec le centre de gestion pour l'ensemble de nos personnels. Est-ce qu'il y a des avis contraires donc pour reconduire cette convention? Des abstentions? Ah, il y a 2, excusez-moi. Oui, bah oui, il y a la prévention des risques professionnels et la convention concernant l'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voilà, on saisit le centre de gestion qui œuvre pour nous dans le cadre des questions qui lui sont posées. C'est ce qu'on fait depuis quelques années maintenant. Et qui s'est avéré très utile. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Oui. Ah bah oui, je vous propose de voter les 2 conventions. À moins que quelqu'un me dise non, il y en a une, je ne suis pas d'accord. Et là, je vais voter séparément. Je pense qu'il n'y en a pas. Y a-t-il un avis contraire sur cette proposition de reconduire ces conventions? Abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité pour les 2 conventions. Je vous remercie. Le point numéro 15 concerne la convention à intervenir avec Gaz Réseau Distribution de France pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelève en hauteur. C'était Thierry qui devait présenter cette question. Je lui ai demandé de pouvoir reporter cette question au regard des informations que j'ai reçues entre-temps. Et je pense qu'il est important de le donner à l'ensemble des élus concernant ces prestations. D'abord, ce n'est pas ces prestations, c'est cette organisation nouvelle proposée par Gaz Distribution pour pouvoir faire un relevé beaucoup plus facile des compteurs, on va dire. des relèves à distance. Voilà. Alors le problème qui a été exposé, que j'ai reçu, c'est notamment une association environnementale qui met en exergue les problèmes qui pourraient être posés, je mets ça entre parenthèses,
qui pourraient être posées dans le domaine des ondes émises et des risques sur la santé. Donc j'ai demandé des précisions de façon à connaître un peu les éléments moteurs de ces réflexions avant de présenter ce dossier et de savoir exactement la nature des problématiques qui ont pu être soulevées. Voilà. Donc ce que je vous propose pour l'instant, c'est de la retirer. On la reverra. Je veux avoir des précisions sur toutes ces questions, puisque voilà. Donc je pense qu'on aura besoin d'avoir des éléments complémentaires pour ne pas prêter le vent à des conneries, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et après, servir de bouc émissaire pour faire pousser des gens qui ont besoin d'exister, qui n'existent pas. Y a-t-il des avis? Ah ben non, là je ne vais pas noter, je vous propose de ne pas le prendre en charge ce soir. En ce qui concerne le point numéro 16, il s'agit là d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec la ville de Mitry relative à l'entretien du domaine public. Vous savez que j'ai demandé à ce que ce qui peut être mutualisé entre nos services le soir, de manière à optimiser les moyens et optimiser nos coûts de service. Et je l'ai dit, hein, nous allons développer ces questions. Donc en attendant, il s'agit là d'optimiser et de mutualiser notre balayeuse de chaussée. Donc, après échange construit avec la collectivité territoriale de Mitry-Mory, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention annexé entre la commune et la commune de Mitry, considérant qu'afin d'améliorer la qualité du service public, les communes de Mitry et de Compan souhaitent mettre en commun des moyens humains et techniques relatifs au balayage des voiries des deux communes. Considérant que la convention ci-jointe a pour objet de définir les conditions techniques et organisationnelles de cette mise en commun, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer la convention annexée que vous avez, hein, à intervenir avec la ville de Mitry-Mory relative à l'entretien du domaine public. Et bien aller de me permettre l'exécution de cette convention si vous en êtes d'accord. Je rappelle en même que l'objet est de permettre d'avoir un entretien de la ville de Compan 2 fois par semaine de l'ensemble de nos voiries. Vous savez que depuis que monsieur Paris, qui la conduisait depuis le temps de maladie, nous ne pouvons plus la sortir parce que nous n'avons même plus de chauffeur habilité. Donc c'est un investissement lourd qui a été opéré par la commune et il est évidemment nécessaire que notre engin de voirie sorte. Parce qu'un engin de voirie de ce type qui ne sort pas, s'abîme. Il faut le savoir. Arnaud, on est d'accord? Donc ce qu'il est proposé, je ne sais pas, c'est toi qui dois t'ajouter, c'est bon, ça peut être toi. Ça aurait pu être toi, hein. Je sais. Ah, vas-y, tu vas le présenter? Ah, tu veux que je lise le projet? Non, simplement, on rappellera simplement les éléments essentiels, parce que c'est lui qui doit le présenter normalement, mais j'étais tellement parti sur l'ensemble. Non, simplement, on peut dire que le service sera assuré 2 fois par semaine sur Compan et 3 fois par semaine sur Mitry-Bourg. L'objet est que les services techniques de la commune de Mitry entretiennent le véhicule. En gros, les chauffeurs de Mitry la conduiront. Quand il y a besoin, pour des différentes raisons, on pourra voir après une bonne formation à ce qu'un agent de la commune puisse la conduire aussi. L'objectif étant, je l'ai dit, hein, d'optimiser. Les frais seront évidemment répartis en fonction du nombre de kilomètres d'entretien effectués au titre de chaque commune. Donc c'est l'objet, y compris les frais, tous les frais, hein, frais d'entretien, frais d'essence, tout. Donc l'objectif étant, pour nos services, de se pencher davantage sur l'entretien des trottoirs, des espaces, tout en assurant de manière beaucoup plus soutenue l'entretien de la ville au niveau chaussée.
Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai une autre réflexion sur ce sujet, et notamment avec la ville de Thieux, pour voir avec eux les possibilités d'avoir une convention d'entretien de la commune de Thieux qui pourrait être partagée avec la commune de Compans. Voilà. Mais dans un premier temps, on mutualise avec la ville de Mitry. On va quand même préciser que ça vient la balayeuse de chaussée, pas celle de trottoir. Oui, oui, la balayeuse de chaussée. De toute façon, les gens la voient plus. C'est pas celle de trottoir. Parce que souvent, les gens confondent la balayeuse de trottoir et la balayeuse de chaussée. Ils n'ont pas c'est pas le même calibre. Et elle n'a pas du tout la même fonction. Le volume n'étant pas le même. Oui. Vous avez défini le secteur de Mitry? Non, c'est la ville de Mitry, mais Mitry va le servir certainement sur Mitry-Bourg, parce qu'ils ont d'autres moyens utilisés sur Mitry-Neuf. Hein. Donc, en fait, c'est plus parce que, en plus de ça, on s'est aperçu, eux, ils avaient un autre problème, c'est qu'ils devaient investir dans un nouvel outil, puisqu'il y a un outil qui a lâché. Et donc, c'est à travers l'échange où on a vu que nous en avions un qui n'était pas utilisé. Eux, ils devaient réinvestir dans un nouvel outil. Il vaudrait mieux qu'on utilise notre outil qu'on mutualise. Et si un jour, demain, on doit en changer parce qu'il sera arrivé au bout, il vaut mieux qu'on investisse ensemble dans un outil et qu'on continue comme ça. Voilà. Donc, c'est l'intérêt des deux collectivités, c'est notre intérêt budgétaire et financier. Y a-t-il des avis contraires? Sans précision, c'est aussi concerné par rapport à l'entretien de la zone. Le projet, c'est y compris que l'entretien de la zone. Alors là, moi je suis plus sceptique sur cette question, parce que l'entretien de la zone, à mon sens... Je parle de la voirie. Oui, mais on en discutera. Pour moi, l'entretien de la voirie des zones industrielles Mitry-Compans, elle fait l'objet d'un marché qui est en cours, d'ailleurs, Actuellement. et je suis beaucoup plus pour qu'il continue à fonctionner de façon à ne pas surcharger le travail de cette machine qui, elle, a besoin de fonctionner sur la commune et sur les deux communes. Voilà. Oui, donc on y reviendra, mais pour l'instant, il n'est pas question qu'elle fasse la zone. Puisque de toute façon, on a un marché qui court. Ah oui, l'objectif qu'on avait avec Mitry, c'était ça. Elle sera gravée systématiquement à Mitry. Oui, elle reste à Mitry. Service technique de Mitry, puisque c'est là-bas qu'elle sera entretenue. Ce qui va ici aussi, pour la petite histoire, nous permettre aussi de récupérer de la place. Je vous le dis. On rappelle qu'on a besoin de place pour mettre nos outils mécaniques. Voilà. C'est une pierre de coups. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 17. Patrice Main, je suis au repos. C'est ce que j'ai encore fait. C'est toi qui le présente. C'est sur ta proposition. Proposé, hein? Déjà arrivé? Alors, 5 minutes. Dénomination du rond-point situé en face de la mairie. Je rappelle au conseil municipal qu'il convient de choisir par la délégation le nom et les numéros à donner aux rues et aux places publiques. Les dispositions de l'article 2541-12 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le conseil municipal délibère notamment sur l'ouverture et la modification des voies communales et places publiques. La dénomination des chemins se rattache à de telles opérations et est dès lors dans la compétence du conseil municipal. Je vous soumets au conseil municipal une dénomination du giratoire se trouvant en face de la mairie afin d'honorer les victimes des derniers attentats. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de nommer ce rond-point le rond-point de la solidarité. Vu le Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après en avoir délibéré, sur provision du maire, décide de dénommer le rond-point situé en face de la mairie comme suit, rond-point de la solidarité. T'as été vite. C'est vite. Même personne. Voilà. Alors, bon, pour cette initiative, qui sera recalée dans le temps, je vais prendre la décision aujourd'hui, mais bien évidemment, nous organiserons à cet effet les moyens de communication pour associer, bien évidemment, l'ensemble de notre population, des citoyens de la commune de Compans, qui soutiennent les initiatives, et notamment en matière de solidarité active. Alors, c'est pas gratuit le titre de solidarité. Alors, effectivement, le moment qu'on est dans les attentats,
Mais le lieu aussi vaut que Bien sûr, dans l'environnement, on a beaucoup de choses sur lesquelles on est solidaire. bien sûr. Hein, on rappelle la salle Coluche, son événement, on rappelle la NDA, on rappelle la maison des associations qui fait des choses, le jumelage et tout un tas de choses. Et le Il y a cet complexe, esprit. Et là, Mandela. effectivement, voilà, et le complexe Mandela, avec toute nature ce qui s'en comporte. Hein. Mais là, effectivement, les attentats aujourd'hui, même si malheureusement la vie continue, il n'y a pas un compagnon aujourd'hui qui ne doit pas oublier qu'il y a des gens qui ont perdu la vie dans ce truc. Mais on peut, en même temps qu'on baptisera le rond-point de la solidarité, on peut en même temps poser une plaque commémorative à l'ensemble des victimes des attentats dans notre pays. Je pense que ça serait une bonne chose. Même si on fait marrer certains pour les dire. Oui, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se marrer de n'importe quoi. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Merci. On aura l'occasion de discuter de l'organisation de tout cela, y compris avec les enfants de l'école de Fontaine, le monde enseignant, etc. Voilà, on a le temps d'y réfléchir. De toute façon, on ne le fera pas avant la belle saison. Je vais vous donner quelques décisions qui ont été prises. On arrête là. Je vais vous donner donc quelques décisions qui ont été prises. Il y en a 2000. Donc, la première délibération, 2000. Délibération, pardon, décision. Qui vaut délibération. La décision 2006-01 de l'année. 2016. Pourquoi 2006? Non, ça c'est l'erreur, ça c'est madame. C'est pas moi. Alors, vous corrigerez, il y a une secrétaire qui s'est plantée. Elle a régressé. On a 2016 avec la check des Elle a régressé. C'est 2016, hein, pas 2006. 01. D'accord? Donc, il s'agit du 11 janvier 2016. C'est la signature des contrats d'assurance. Alors, je note. Avec la société Groupama, le lot 1, incendie, divers dommages aux biens de la commune. Cotisation annuelle pour un montant de 3 950,48 € TTC. Avec la société SMACL, c'est le lot numéro 2, la SMAC. Lot numéro 2, c'est sur la responsabilité civile. C'est la cotisation annuelle pour un montant de 1656,80 € TTC et d'un taux de révision sur la masse salariale forfaitaire. Avec la société Breteuil Assurance Courtage, pour le lot numéro 3, qui concerne la flotte automobile de la commune. Cotisation annuelle pour un montant de 3 478,95 € TTC. Avec le cabinet d'assurance P, Mouret et C, Joly. Voici c'est Joly. C'est comme ça. Le numéro 4, pour la protection juridique générale, cotisation annuelle pour un montant de 555 € TTC. Euros. Pour le lot numéro 5, protection juridique pénale et des agents territoriaux et des élus administrateurs. Je ne sais pas ce que c'est que la protection juridique pénale. Cotisation annuelle pour un montant de 170 €, on n'aura pas grand-chose, 170,74 € TTC. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, c'est pour ça que la C'est dans le cotisation locatif, ça. Non, elle me dit c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques. C'est très risible. C'est dans le local, Normalement. la même association. La même société. Ouais, il n'y a pas de risque. D'accord. Ah, pas. Bon, dans la, je laisse. Tu m'as pas répondu. Ah, je ne répondrai pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, mais là, tu viens de donner le lot 4. C'est avec le cabinet Ça fait d'assurance. partie du lot 4. Oui. Il y a deux lots. Il y a le local Oui, et j'ai le dit cinq. le 4 et le 5, j'ai dit. Entendu.
Paris, t'es loin. Bon, c'est pas grave. Le point numéro 2, 2016. 2016-002. D'accord ? Du 18 janvier 2016, il s'agit là d'autoriser, de m'autoriser à ester en justice, dans le cadre, là où je n'aime pas aller, dans le cadre du litige opposant la commune au préfet d'Île-de-France, avec le cabinet Gaillard. Un honoraire forfaitaire de 4 800 € TTC, toutes prestations supplémentaires non comprises dans les diligences donneront lieu à la facturation à l'heure selon un tarif horaire fixé à 200 € hors taxe. Le point décision numéro 3, 003-2016, du 18 janvier 2016, c'est concernant l'étude de faisabilité pour la réalisation d'une maison située cours Michel, rue Saint-Lambert, et pour la démolition d'un immeuble et la réalisation d'un projet d'urbanisme avec la création d'un parking public rue Saint-Lambert. Destinataire, la SART Rossignol, Tourneux Architecte. Donc, le montant, la réhabilitation d'une d'une maison située cours Michel, rue Saint-Lambert, 4 410 € TTC, et la démolition d'un immeuble et réalisation d'un projet d'urbanisme avec la création d'un parking public, 5 922 € TTC. Voici pour les décisions qui prises dans le cadre de mes autorisations. Enfin, information. Beaucoup d'infos. Je vais faire. Bon, première des infos, je ne vais pas vous lire tout ça, elle est gentille. Je vais vous informer qu'au 1er janvier, la population légale, au 1er janvier 2013, en vigueur à compter du 1er janvier 2016 pour la commune de Compan, liée aux enquêtes de recensement de 2011 à 2015, fixe la commune pour sa population municipale principale à 792, avec la population comptée à part 14, une population totale de 806. Ces chiffres, pour la petite histoire, n'ont rien d'exceptionnel. Ils intègrent les populations qui n'étaient pas comptées et qui concernaient notamment les gens du voyage, qui sont résidentiels, qui il y a quelques années en arrière étaient présents sur la commune, comme aujourd'hui, mais n'étaient pas pris en compte dans le recensement de l'INSEE, alors que là, ils le sont. D'ailleurs, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas une augmentation soudaine de la population, qu'ils sont cette fois-ci pris en compte depuis, en fait, pour ceux qui suivent un peu l'histoire et les textes, depuis que l'État a remis en cause le carnet de voyage. Parce qu'à l'époque, ils étaient recensés là où ils avaient leur carnet de voyage qui était enregistré. Pour les nôtres, c'était à Meaux. D'ailleurs, ils votaient tous à Meaux avant. Maintenant, ils votent à Compan. Voilà. Donc, on les retrouve évidemment dans le recensement. C'est pour ça que nous ne sommes pas à 800, mais ils étaient déjà là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, ça, c'est pour l'information sur le recensement. Concernant d'autres questions, je tenais à vous informer. La Cour de cassation qui s'est réunie administrative sur le recours que vous avez déposé concernant d'autoriser ou pas du droit en justice pour les contribuables companais. L'audience a eu lieu hier, c'est ça? On est quel jour? Vendredi? Non, le jeudi aujourd'hui, c'est ça. Et la question étant délibérée, on aura les éléments du délibéré d'ici 7-8 jours. Voilà. En fonction du délibéré, il appartiendra à la commune de prendre les initiatives qui sont nécessaires. D'accord? J'y reviendrai. En ce qui concerne ma position de maire. En ce qui concerne le point qui concerne les... Alors c'est pour ça que je me trompais dans les dates.
le recours déposé par la commune avec d'autres communes associées contre la décision du préfet de région. Le délibéré est en cours. Nous devrions avoir des réponses apportées par le président du tribunal normalement demain après-midi. Dans l'après-midi, dans la soirée, elle a demandé un peu plus de temps parce que la question et la problématique étaient très compliquées et il lui fallait du temps de réflexion pour pouvoir émettre son rapport. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre histoire fait école au niveau national et la complexité du problème a évidemment beaucoup d'importance au-delà de notre territoire au niveau national. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de monde intéressé par le sujet technique que nous avons évidemment soulevé depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous avons attaqué, je rappelle, la décision prise par le préfet de région à travers sa circulaire, mettant en demeure des applications des communautés et des communes concernant cette période transitoire de mise en place de la communauté d'agglomération. Je rappelle que selon les textes, la loi NOTRe notamment, le 4e vendredi du mois de janvier était la date limite fixée au niveau national pour toutes les communautés mises en place pour mettre en place leur exécutif, c'est-à-dire demain. Voilà. Évidemment, notre communauté d'agglo n'a pas convoqué ses conseillers communautaires, il ne peut pas le faire d'ailleurs, puisque le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet qui avait diminué le nombre de représentants des communes pour pouvoir organiser cette gouvernance communautaire, privant ainsi, notamment dans les villes de plus de 3500 habitants, qui par fléchage avaient élu leurs conseillers communautaires, privant donc les conseillers communautaires élus par le peuple de leur mandat dans le cadre de la mise en place de la gouvernance, ne respectant pas le droit, et notamment le code électoral, puis tiré des urnes, puisque les élus se retrouvaient non élus, plus élus. Voilà. C'est ce qu'examine actuellement la Cour de cassation, va examiner la Cour de cassation, qui se réunira le 3 février pour ensuite délibérer et donner une réponse dans la semaine qui suit. Mais on voit bien que les questions sont alors très compliquées parce que derrière, il y a la question de constitutionnalité qui a été déposée aussi, concernant notamment un fait que, à nos yeux, le préfet de région a outrepassé le droit en retirant 17 communes de la communauté de communes pleinement de France pour les mettre en communauté d'agglo avec Sarcelles et les autres autour d'une grande communauté d'agglo fusionnée, alors que nos communes, intégrées dans une communauté de communes, dont le siège social n'est pas en communauté urbaine, en communauté rurale, et que à la lecture du texte, il s'agit de construire les communautés d'agglo, telles qu'elles de métropolitaines, là, à partir du moment où le siège de la communauté est en communauté urbaine, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que nous avons dénoncé notamment la lecture de la loi. Il appartiendra à la Cour de cassation, au Conseil de constitutionnel si nécessaire, de déterminer, de décider ce qui doit en advenir. Nous nous plierons à la loi quand nous aurons une lecture de la loi par la justice et non pas seulement par le préfet de région, qui lui n'est que l'autorité de l'État, n'est pas forcément celui de la loi, qu'on soit clair. En ce qui concerne la situation, pour terminer, nous sommes dans une situation un peu paradoxale et grave, qu'on soit clair, puisqu'après vendredi, c'est-à-dire
à partir de la semaine prochaine, le président par intérim, le plus âgé des deux communautés d'agglo du Val d'Oise, n'a plus la possibilité de signer le moindre acte, que ce soit en matière financière, surtout en matière financière, pour payer les entreprises ou pour payer les fonctionnaires des communautés de communes, y compris des communes qui ont compétence, dont la communauté de communes Plaine-et-Mont de France avait compétence dans le domaine notamment de l'assainissement et de la petite enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande inquiétude qui demeure, c'est comment vont être payés les fonctionnaires à partir du mois de février. Voilà. D'où, je pense, la rapidité à laquelle est saisi le Conseil d'État, parce que normalement il avait 3 mois pour donner un avis, il n'aura pas attendu 3 mois. On voit bien qu'il y a eu des pressions pour qu'ils se réunissent très vite. Et heureusement d'ailleurs, parce que nous avons besoin de quelque chose de formel qui permette que le service public puisse continuer. Imaginons qui va payer l'enlèvement des ordures ménagères. C'est une question de fond. Si demain le Conseil d'État dit effectivement il y a un problème de constitutionnalité, la question ne relève pas du Conseil d'État, mais du Conseil constitutionnel. Il appartiendra ensuite au Conseil constitutionnel de se réunir et il aura 3 mois pour donner un avis. J'imagine qu'il sera réuni très vite. Mais enfin, il ne se réunit pas en 5 jours, le Conseil constitutionnel. Certains me disent qu'il pourrait se réunir mi-avril. Voilà. Ce qui serait mieux qu'en juillet. Mais, en attendant, nous devons préparer les budgets. Je rappelle que selon le Code général des collectivités territoriales, toutes les communes et les communautés doivent avoir... Alors, non, les communes doivent avoir voté leur budget avant le 30 mars, jusqu'au 15 avril par extension donnée depuis quelques années. Après, non, voilà, on peut le voir. Si le Conseil d'État ne statue pas et renvoie au Conseil constitutionnel, nous sommes dans un vide juridique. Ce que nous avions dit depuis le mois de septembre, octobre, novembre, chaque fois on rappelait, on va droit dans le mur, personne ne nous entendait. Nous y sommes. Si le Conseil d'État ne dit pas non, vous vous êtes trompé, tout est respecté, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Hein, d'accord. Vous savez ce que c'est, la justice, elle peut dire ça. Bon, je ne vous dirai pas plus ce soir. Elle peut aussi dire, non, effectivement, ce que je viens de dire précédemment. Si on passe par le Conseil constitutionnel, alors il pourrait revenir, il devrait revenir à la Chambre régionale des comptes de prendre le relais. Voilà la situation dans laquelle on nous a conduits. Je trouve ça lamentable. Donc voilà sur ces questions-là. Je n'en sais pas plus, bien évidemment. On en saura peut-être un peu plus demain soir, mais pas forcément non plus, parce que même si la décision du préfet n'est pas remise en cause, d'accord, on n'aura pas réglé les problèmes du Conseil d'État. D'accord. Voilà. Et ça, eh bien, c'est quand même assez... C'est pas anecdotique, hein, c'est un vrai problème. Au sein de l'Île-de-France, il y a 3 communautés d'agglo qui ont encore des recours qui doivent être examinés par le Conseil d'État. Nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Il y a 3 communautés d'agglo qui sont concernées par des problèmes proches, pas tout à fait identiques, et qui attendent aussi que le Conseil d'État donne un avis. Ce qui démontre bien que le process dans lequel a engagé l'État pour la décentralisation et la mise en place à la vitesse grand V sans l'assentiment des élus, la plupart des élus, n'est pas une bonne chose et plutôt critiqué en France. Voilà. Nous sommes dans le mouvement. Il y avait un autre truc que je devais dire. Il y a des travaux en cours, vous savez, qui vont avoir lieu sur la voie de chemin de fer. On va reproduire, on a précisé sur le site internet un certain nombre de choses. J'en viens au site internet, tiens. On n'a pas pu afficher le conseil municipal ce soir sur le site.
parce que Jennifer n'a plus la main sur le site, c'est elle qui le nourrit habituellement, avec Sophie d'ailleurs. Or actuellement, dans le changement qui a eu lieu, on a changé de process. La formation de Jennifer n'aura lieu que le 8. Et les demandes qui avaient été formulées auprès de celui qui héberge et qui construit, il a zappé, ce qui fait que le conseil n'a pas pu être identifié sur le site. C'est pas grave, la communication a été faite. Mais enfin, ça montre qu'on a besoin que les formations soient assurées par nos services de manière à avoir la main en direct sur l'ensemble des communications à donner. Sur le site internet, j'ai demandé à ce que soit fermé pour un temps, pour étude, la vidéo, je dirais, de visite de la commune, qui à mon sens est une bonne chose, suite aux griefs qui ont pu être relevés concernant notamment la sécurité. J'ai interpellé la préfecture, d'autres services. Il se trouve qu'il n'y a aucun texte sur ces questions. J'ai demandé des écrits de la préfecture en retour, de manière à pouvoir m'appuyer sur quelque chose. Visiblement, tout le monde me dit qu'il n'y a pas de texte, mais personne n'ose écrire dans ce pays. Tout le monde a peur. Alors, en attendant, moi, n'aie pas peur, vous savez bien. C'est pour ça, des fois, que j'ai un peu en difficulté. Et j'ai demandé par sécurité que l'exposition de la CCMP ne paraisse pas sur la vidéo. Bien évidemment que ce qu'on a fait soit remis en service, parce que sinon ça va être en compte, surtout que moi je trouve ça formidable. Et on a besoin en même temps d'une visite de toute la collectivité. Pompan n'est pas simplement un petit village dans un coin. C'est une surface de 530 hectares qui a 530 ou 540, je ne sais plus, qui a en même temps une grande zone industrielle, la plus grande zone industrielle de Seine-et-Marne, ce n'est pas rien, et ne pas présenter sur notre vidéo l'ensemble de ce que relève la commune serait d'une grande stupidité. Donc par contre, on a évidemment épuré des questions qui pourraient être critiquables et être à porter un préjudice éventuel. Mais encore une fois, il n'y a aucun texte qui a été, en tout cas, apporté à la commune sur cette question. Donc je tenais quand même à le préciser. Donc c'est une volonté de notre part de faire attention surtout, effectivement, en cette période où on est encore dans un plan d'urgence et avec des inconnus qui sont devant nous, malheureusement, c'est ainsi. Voilà, je voulais dire une dernière chose. Le Conseil des jeunes. L'élection du Conseil des jeunes aura lieu le 5 février, pardon, à 15h30. Et j'ai invité nos jeunes à participer avec Anthony pour remettre les écharpes que nous avons achetées pour que les jeunes qui sont élus aient leur écharpe dans de bonnes conditions. Voilà. Pour le reste, je pense avoir terminé. Et comme le disque est fini, ça tombe très bien. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et je vous remercie.